Le dernier voyage de tout travers. La rencontre. Il est des êtres qui n'attirent pas la sympathie et se font un malin plaisir à traîner derrière eux souffrance et histoire, calamité et désastre. Dans tout le pays, ce drôle de paroissien avait hérité du terrible sobriquet de tout travers, qui résumait assez bien la litanie des incidents, coups tordus et mauvaises actions qu'il laissait dans son sillage. Tout travers était de ceux qu'on prétend porteurs du mauvais œil ou de la guigne. Avec lui dans les parages, il fallait s'attendre à tout et surtout au pire, tandis que le meilleur se carapatait à son approche. En dépit d'un palmarès à mettre en péril les sociétés de secours et la caisse de solidarité de la Compagnie des marchands, il parvenait tant bien que mal à trouver des embauches tant sa connaissance de la rivière était sans pareille. Il suffisait de passer entre les gouttes le temps d'un convoi pour refiler le bébé à un autre convoi, pour qui n'avait pas goûté l'eau du bain. Tout travers n'avait pas laissé dans son sillage que des naufrages et des rixes, des accidents et des catastrophes diverses. Il avait encore semé sa mauvaise graine dans quelques innocentes demoiselles qui se trouvèrent fort encombrées d'un fardeau dont elles durent assumer seules la lourde charge. Sur les plans des mœurs et de la moralité, notre Lascar était, à n'en point douter, le moins recommandable des mariniers d'alors. Comme il ajoutait à ce terrible tableau une intempérance d'exception et des abus de toute nature, il vieillit plus promptement que des collègues qui avaient su manier leur barque avec plus de raison et de jugeote. L'heure de son dernier voyage avait sonné. Il le sentait au plus profond d'une conscience qui se posait enfin les bonnes questions. Il était plus que temps pour lui de payer ses dettes. Il avait appris de manière fortuite l'existence d'un de ces rejetons qu'il avait semés indignement sur sa route. Celui-ci portait sur sa figure sa signature. Il n'y avait aucun doute là-dessus, et comme de surcroît le gamin avait choisi le métier des gens de la rivière, il ne put feindre d'ignorer son existence. Le gamin du reste n'était pas dupe, et faisait tout pour éviter cette canaille qui avait tant fait souffrir sa pauvre mère. Elle ne fut pas la surprise et le désappointement pour Victor quand il vit s'approcher le malandrin, alors qu'il était dans une taverne du quai de la Fosse à Nantes. Le vieux était mal en point. Ça se voyait comme son nez fleuri au milieu d'une trogne rubiconde. Tout travers s'adressa au garçon, alors que jusqu'à présent, pendant les rares occasions où ils se croisèrent, il avait tout fait pour l'éviter. « J'ai ton nom, gamin, et il ne fait aucun doute que je suis ton géniteur, dans des conditions dont je ne peux que rougir, m'étant montré digne de ma terrible réputation. Jamais je n'ai porté la moindre aide à ta mère, qui ne fût qu'une rencontre occasionnelle, sans même qu'elle en fût particulièrement d'accord. Je devrais rougir de honte et battre ma coulpe, même si je n'en ferai rien tant que je traîne bien d'autres péchés mortels dans ma terrible existence. » Victor fut estomaqué par le propos, qui ne manquait ni de courage ni de lucidité. Il se doutait au fond de son cœur du lien qui l'unissait à ce déplorable rejet. Il est des évidences qui s'imposent en dépit du désir de tout faire pour échapper à la terrible vérité. Le jeune homme redoutait ce moment tout autant qu'il l'avait désiré avec fougue pour une explication salvatrice. L'état de celui à qui il devait sans doute la vie
ne poussait guère au règlement de compte. Il le laissa s'asseoir à ses côtés, en dépit des hauts-le-cœur qui le saisirent. Tout de travers reprit la parole, sur un ton rempli d'humilité, ce qui ne lui ressemblait guère. Il ne fait aucun doute que tu es un de ces gamins que j'ai semés le long de la Loire, sans la plus petite considération pour les femmes dont j'ai abusé. L'heure est bientôt venue pour moi de me présenter devant le juge suprême, et je sais quelle destination sera la mienne. Satan m'a déjà préparé une place de choix dans son domaine, et je dois reconnaître que je ne mérite que ça. Mais avant de mourir, il me faut expier ici-bas, le long de la Loire, tout ce qui me vaut cette issue funeste. C'est toi que j'ai choisi pour me faire parcourir mon chemin de croix. Victor n'en croyait pas ses oreilles. L'ignoble tout au travers, le marinier le plus mal embouché de tout le bassin fluvial, ce gibier de potence, qui avait toujours su échapper à sa juste récompense, venait de le solliciter pour laver la plus grasseuse des consciences. Pourquoi diantre accepterait-il de l'accompagner dans ce voyage vers l'enfer? Tant la curiosité le titillait. Il avait envie de savoir ce qui pousse un humain à se conduire de la sorte si longtemps. Il le laissa poursuivre. Je souhaite que tu m'accompagnes pour mon ultime voyage. Il y a un convoi de sel qui part de Nantes pour remonter jusqu'à Roanne. J'aimerais que tu partages avec moi cet engagement. Puis nous remonterons à pied jusqu'à la source de la Loire, si mes forces me le permettent, afin de mourir au pied du mont Gerbier. Tu n'auras plus qu'à m'enterrer sans messe ni prière, comme on le ferait pour un chien galeux. Et sur cette route, je te raconterai mon histoire. Non pas pour que tu me pardonnes, mais pour que tu comprennes ce qui me poussa à être ainsi, le plus effroyable des individus que ces rives n'ont jamais connu. Victor n'en revenait pas. La demande pour extravagante qu'il soit touché au cœur ce gamin. Il allait comprendre, et sans doute tenter d'évacuer un héritage qui inconsciemment le tourmentait. Se sachant le fruit de cet arbre pourri, il s'était jusqu'alors refusé à fréquenter la moindre jeune fille. Peut-être trouverait-il durant ce voyage les motifs de croire encore en l'humanité, en dépit de cette canaille qui lui servit de géniteur. À la grande surprise du vieux, Victor se leva, regarda dans les yeux celui qui était vautré, manifestement imbibé de vin devant lui, pour lui taper dans les mains en disant simplement « c'est d'accord ». Le lendemain, ces deux-là quittèrent Nantes pour ce qui sera le dernier voyage de tout travers. Le dernier voyage de tout travers. La remonte. La présence de tout travers à bord ne passa pas inaperçue. Sa réputation de porte-malheur courait de par toute la rivière. Les premiers jours se passèrent en manœuvres et regards torves tournés vers le vieux. Curieusement, alors que le convoi essuya des conditions très délicates et que chacun s'attendait à subir des avanies causées immanquablement par ce maudit matelot, tout au contraire. C'est lui qui en 3 occasions sortit l'équipage d'un guêpier prévisible.
La route de l'infortune aurait-elle donc tourné? Pour Victor, qui regardait comme les autres celui qui se disait son père, cette première semaine se passa dans la plus grande expectative. C'est tout juste si celui qui lui avait demandé de l'accompagner pour son dernier voyage lui avait adressé 3 mots. Le garçon ne comprenait pas où le vieux voulait en venir, d'autant que manifestement il fuyait sa compagnie le soir aux escales. Puis la Loire cessa d'être cette rivière aisément navigable pour se faire plus complexe, moins navigante, semée de pièges et d'embûches. Le train de bateau avançait lentement, poussé par un vent timide. Le Toutier avait grand mérite à trouver un chenal, et c'est justement à tout travers qu'on avait confié cette lourde responsabilité, depuis qu'il avait gagné la confiance de tous. Il n'était du reste pas meilleur connaisseur de Loire que ce personnage secret qui avait passé toute son existence sur son cours. C'est en Touraine que les premières confidences se firent. Tout de travers, apaisé sans doute par cette inversion de la malchance, invita Victor à l'accompagner dans une taverne. Le jeune homme le suivit, redoutant de le voir plonger dans son penchant alcoolique. Il en fut pour ses frais. Car son géniteur ne but que du jus de pomme. À sa plus grande surprise, il débuta ainsi une narration qui devint un rituel, une étape sur 2. Pourquoi cette fréquence qu'aucun impératif ne justifiait? Il n'en saura jamais rien. La veille, le convoi avait fait escale à Saumur. Toute traverse était éclipsée très vite et ne revint qu'à la nuit noire. Il était métamorphosé. Plus rien de l'ancien pochetron ne transparaissait dans un visage qui semblait enfin apaisé. Ce n'est qu'au lendemain qu'un compagnon de route prétendit l'avoir vu rentrer dans l'abbaye Notre-Dame des Ordillers. Que s'était-il passé pour une telle transformation? De ce jour, la tempérance fut sa ligne de conduite. C'est à Tours qu'il convia Victor à son premier récit. Le jeune homme en était venu à penser que le vieux s'était joué de lui et qu'il avait fait ce voyage pour rien. C'est donc avec une extrême impatience qu'il le suivit. Pensa alors qu'il le conduirait dans une taverne. Il n'en fut rien. Et c'est à l'écart de l'agitation du port qu'ils s'installèrent dans un petit parc tranquille. Et ce fut le premier chapitre d'une longue saga, sordide, pénible, terrifiante parfois. Tous les malheurs possibles s'abattaient sur ce gamin marqué par le destin. Ainsi, tous les 2 jours, les 2 matelots s'éloignaient de l'escale afin que tout de travers déroule son récit de vie. Chaque étape était une tragédie. Un malheur de plus qui s'accumulait sur ce pauvre gamin marqué par la malchance, l'injustice, la dureté de l'époque, la faim et la misère. Un enfant rapidement abandonné à lui-même qui avait connu les maisons d'enfants, la prison, la rue, les abus. Victor en venait parfois à se demander si le vieux n'en rajoutait pas, noircissait un tableau afin de justifier ses travers ultérieurs. Mais il y avait une telle sincérité dans son récit qu'il se prit
non d'affection, mais d'une immense pitié pour ce pauvre homme. Tout de travers avait tout connu, et il n'est guère utile de vous faire la liste de tous les épisodes, d'une vie qui a accumulé tous les incidents et les heures d'une existence. Il se réfugia d'abord dans la délinquance, faute de main tendue, puis dans l'alcool à l'âge adulte. N'ayant jamais connu l'amour ou l'affection, il devint un de ces individus qui prennent sans rien demander, ni rien donner. D'où la naissance de Victor après une agression ignoble. Quand il aborda cet aspect de son parcours chaotique, tout de travers en eut les larmes aux yeux. Il ne se pardonnait pas ces pulsions honteuses et cet irréfragable qui le poussait à abuser des pauvrettes. Il avait beau prétendre n'avoir jamais violé, il était manifeste que ses amours n'avaient rien de consenti. Le jeune homme eut la nausée durant ses confessions, qui le toucha au plus profond de son âme. Il pensait si fort à sa mère, qui n'avait jamais rien voulu lui dire de cette rencontre fugace, qu'il l'avait vue naître plus tard. Arrivé à Rouen, au terme de ce trajet mémoriel, Victor était partagé entre dégoût, pitié, indignation ou pardon. Il avait même fini par prendre un certain plaisir à ces confessions du crépuscule, qui ne cessaient de le surprendre tant le malheureux cumulait toutes les avanies possibles, tout en se vautrant avec une même constance toutes les abjections imaginables. Quelle serait la suite de ce curieux voyage, maintenant que la navigation n'était plus possible? Et surtout, quel serait le sens de ce trajet qu'il fallait achever loin de l'équipage? Victor était inquiet, tout autant qu'il voulait poursuivre cette expérience qui, en dépit de sa lourdeur, lui ôtait un poids, qui l'avait toujours empêché de vivre sereinement sa jeunesse. Le silence de sa mère, les rumeurs qui couraient à son propos, l'insulte si fréquente de bâtard, que des camarades impitoyables ne manquaient jamais d'asséner avec une odieuse délectation. Tout ce passé douloureux se dissolvait dans le récit noir d'un géniteur misérable. L'étape suivante serait la dernière. Le vieux, quoique de plus en plus apaisé moralement, était manifestement au bout du rouleau. Il avait fait vaille que vaille bonne figure avec les autres compagnons, mais désormais seul avec sa conscience. Et un enfant qu'il avait jeté sur sa route comme beaucoup d'autres sans doute, il lui fallait finir son parcours dans cette vallée de larmes. Le dernier voyage de tout travers, l'espoir d'un renouveau. L'ultime étape exigeait de trouver un moyen de locomotion. L'état du vieux ne permettait pas d'envisager qu'il effectue à pied ce long périple, en remontant une rivière qui petit à petit se ferait plus virulente, incisive et torrentueuse. Le relief ajouterait à la difficulté de ce qui, cette fois, relèverait véritablement d'un chemin de croix. C'est d'ailleurs en pensant à la crèche que Victor songea à acheter 2 ânes, l'un portant le vieux et l'autre le bas. Lui se contenterait de mener les brides
en marchant non loin de ce pauvre bougre au couchant de sa vie. Si toute son existence, tout de travers, avait fait l'âne plus souvent qu'à son tour, il n'en demeura pas moins qu'entre le vieux loup des rivières et des tavernes et l'équidé, les relations ne se montrèrent jamais idylliques. Le premier avait une sainte horreur du second, tandis que l'animal ne goûtait guère ce cavalier si peu soucieux de lui. Le marinier n'avait pas la caresse facile, comme son parcours, hélas, l'avait largement démontré. Victor dut souvent intervenir dans un conflit larvé, qui ne s'exprimait sans doute que dans la volonté farouche de la monture de faire payer à son fardeau toutes ses inconduites passées. L'âne avait donc une rude tâche pour rendre le trajet impossible à celui qui méritait pareil traitement. Ruade, refus d'avancer, coups de queue et de tête, braiements intempestifs égayèrent ce long périple vers les sources de la Loire. Cette fois, n'ayant plus rien à confesser, le vieillard se fit conteur, une sorte de chroniqueur fantastique d'une époque n'ayant jamais existé. Il inventa une rivière légendaire, lui attribua des pouvoirs merveilleux, la peupla d'êtres fabuleux, plia honteusement l'histoire et les personnages historiques à son imagination débordante. Victor ne fut pas dupe longtemps. Il y avait dans sa manière de créer son univers la volonté de réparer tout le mal qu'il avait semé sur les rives de la Dame Ligère. Il fit ainsi un voyage des plus instructifs, se nourrissant de cette épopée mirifique aux variations infinies pour en conserver la substantifique moelle une fois sa mission achevée. Car c'est ainsi qu'il percevait désormais ce qu'il avait entrepris bien hâtivement. Une mission, ou plus exactement une rédemption par procuration. Quant au vieux, il était désormais manifestement ailleurs, en route vers une destination qui ne se souciait plus guère du passé. La fiction était devenue son royaume, pour oublier l'affliction, pour effacer les frictions d'une vie de désordre et de mauvaises actions. Il lui parlait de péché s'il avait cru en un être suprême, une instance supérieure qu'il se contentait de convoquer dans ses récits pour pénétrer au plus secret de la création. Il s'inventait un jugement dernier afin de porter une croix qu'en réalité n'avait jamais constitué son fardeau. Plus leur route se faisait sinueuse, plus le relief ralentissait leur route, plus la rivière courait vite dans des gorges profondes, elle s'amenuisait au fil de leur progression. Victor, qui n'avait connu que la Loire d'en bas jusqu'alors, ne reconnaissait pas en ce torrent impétueux cette langoureuse étendue d'eau sur laquelle circulaient les bateaux. Les histoires de tout travers devenaient plus sombres, plus mystérieuse, plus ésotérique, si ces deux-là avaient connu ce terme. Toute la symbolique de la nature prenait des allures d'évidence.
Le vieux lui ouvrait les yeux en se dessillant les siens, sans doute. Chacun sortirait plus sage de ce périple initiatique qui, pour son initiateur, conduisait au néant. Qu'en ferait Victor? Plus il avançait, plus le jeune homme se demandait quel était cet héritage que lui donnait en partage un bonhomme qui n'avait été qu'un accident dans son parcours. Un accident certes initial et indispensable, mais un accident tout de même qui ne lui avait jusqu'alors rien transmis. Mais était-ce encore désormais le cas? La route s'achevait. Le vieux volcan se dressait, érodé, épelé. À ses flancs, des sources se disputaient la paternité d'une rivière qui se prenait pour un fleuve. Le vieux était à bout de souffle comme de récit, de désir de lutte, comme d'envie de transmettre. Il était las de vivre et pressé d'en finir pour rejoindre ce néant qu'il pressentait comme inéluctable. Il mobilisa ses dernières forces pour transmettre un ultime message. C'est à toi, gamin, de prendre le relais. Non pas par les exactions et les vilainies que j'ai semées toute ma vie, mais par cet héritage de mots dont tu prendras la charge pour effacer bien des mots. Il t'appartient de ne jamais te détourner de ta route à l'exact opposé de celui qui t'a donné la vie de bien vilaine manière. Fais désormais ce que tu dois, et quand tu auras enfin achevé, mets-moi en terre, auprès de ces sources de vie et de légende. Le vieux rendit son âme au diable sur cette dernière phrase. Victor fit ce qu'il lui avait demandé, et s'en retourna sur ses pas en faisant ce que l'autre lui avait transmis en héritage. C'est ainsi que naissent parfois des vocations là où coule une rivière qui transporte autant d'eau que de récits, autant de sable que de chagrin, autant de marchandises que de croyances. De la bouche de Victor, désormais coulaient des flots de mots, venus d'un géniteur qui n'avait jusqu'alors engendré rien de bon. Parfois tout espoir n'est pas interdit pour qui sait écouter le bruit des âmes qui se libèrent de leur fardeau.